Le monde semblait achevé. Les cartes étaient tracées, les frontières délimitées, les océans baptisés. Le Portugal contrôlait la route orientale des épices. L'Espagne cherchait une alternative. Et soudain, un homme déclara « La terre est ronde, et je le prouverai en la contournant. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. » Mais pourquoi l'écoutait-on justement lui ? Qui risqua d'investir dans un voyage dont on pouvait ne pas revenir ? Et qu'ont-ils vu, là où les cartes n'existaient pas encore ? Il y a 529 ans, 5 navires quittèrent Séville. Leur capitaine ne savait pas combien de temps durerait le voyage. Il ne savait pas que de l'autre côté du monde l'attendait un océan large de 14 000 kilomètres sans une seule île. Il ne savait pas que sur 264 hommes, seuls 18 reviendraient. Mais il savait une chose. Si la Terre était vraiment ronde, on pouvait atteindre les îles Moluques en naviguant vers l'ouest. Et cette connaissance suffisait. Fernand de Magellan n'était pas espagnol. Il était portugais, et c'était précisément son problème. Le Portugal possédait déjà la route des Indes, contournait l'Afrique, contrôlait les comptoirs depuis Lisbonne jusqu'à Malacca. Magellan y avait servi pendant 8 ans. Il avait vu les entrepôts de poivre, de clous de girofle, de noix de muscade. Il avait respiré cet air épais et sucré des marchés de Goa. Il connaissait les prix, les marges, les dangers. Mais en 1513, lors d'une escarmouche au Maroc, il fut blessé à la jambe. Une blessure qui ne guérit jamais complètement. Il boitait désormais, et le roi Manuel Ier du Portugal le considérait comme inutile. Lorsque Magellan demanda une augmentation de sa pension, le roi refusa. Lorsqu'il proposa une expédition vers les Moluques par l'ouest, le roi rit. C'était une idée folle, disèrent les conseillers, impossible, dangereux, coûteux. Alors Magellan fit ce que font les hommes rejetés par leur propre pays. Il traversa la frontière. En 1517, il arriva en Espagne, à Séville. Il apportait avec lui des cartes, des calculs et surtout une conviction. Les Moluques se trouvaient du côté espagnol du monde, tel que défini par le traité de Tordesillas. Ce traité, signé en 1494, divisait le globe en 2 hémisphères. Tout à l'est d'une ligne imaginaire appartenait au Portugal, tout à l'ouest à l'Espagne. Mais où se situait exactement cette ligne de l'autre côté de la Terre ? Personne ne le savait. Les instruments de longitude n'étaient pas assez précis. Magellan prétendait avoir la solution. Il rencontra un banquier, Cristobal de Haro, qui avait ses propres raisons de haïr le Portugal. Ensemble, ils présentèrent le projet au jeune roi Charles Ier d'Espagne, qui serait bientôt empereur du Saint-Empire romain germanique sous le nom de Charles Quint. Le roi avait 18 ans. Il était ambitieux, endetté et cherchait désespérément de nouvelles sources de revenus. Les épices valaient leur pesant d'or. Une seule cargaison de clous de girofle pouvait rapporter des bénéfices de 2000%. Charles dit oui. Le 10 août 1519, avant l'aube, 5 navires levèrent l'ancre. La Trinidad, le vaisseau amiral, jaugeait 110 tonneaux. Venait ensuite la San Antonio, la plus grande avec 120 tonneaux, la Concepción, la Victoria et enfin la petite Santiago de 75 tonneaux. À bord, 264 hommes de 9 nationalités différentes. Des Espagnols, bien sûr, mais aussi des Portugais, des Italiens, des Français, des Flamands, des Grecs, un Anglais. Parmi eux, un jeune homme nommé Antonio Pigafetta, un noble Vénitien qui tenait un journal. Sans lui, nous ne saurions presque rien de ce voyage. Les navires descendirent le Guadalquivir jusqu'à Sanlúcar de Barrameda. Là, ils attendirent des vents favorables. Magellan fit bénir les étendards, vérifia les provisions. Biscuits de mer, vin, huile d'olive, vinaigre, fromage, poisson salé, fèves, pois chiches, riz, figues, raisins secs, amandes, miel, moutarde, capre. Aussi 290 barils de vin, des armes,
des outils, des perles de verre et des miroirs pour le commerce avec les indigènes. Chaque détail comptait. On ne pouvait pas simplement faire escale en route. La moitié du monde était hostile. Le 20 septembre, ils prirent enfin la mer. Cap au sud-ouest, vers les Canaries. C'était une route connue, mais déjà, les tensions apparaissaient. 3 des 5 capitaines étaient espagnols et détestaient servir sous les ordres d'un Portugais. Juan de Cartagena, commandant de la San Antonio, refusait ouvertement de saluer Magellan comme il le devait. Lors d'une réunion, il l'appela simplement capitaine au lieu d'amiral et capitaine général. Magellan le fit arrêter sur le champ, le destitua et le remplaça par Antonio de Coca. C'était un avertissement. La désobéissance ne serait pas tolérée. Ils atteignirent Tenerife le 26 septembre, puis descendirent le long de la côte africaine. La chaleur devenait suffocante. Les hommes dormaient sur le pont. L'eau dans les tonneaux verdissait. Les biscuits grouillaient de verre. C'était normal. Tout voyage en mer signifiait manger de la nourriture pourrie. On s'habituait au goût de la décomposition, à la texture molle du pain infesté, à l'eau qui puait le bois moisi. Antonio Pigafetta notait tout. Les poissons volants qui retombèrent sur le pont, les étoiles inconnues de l'hémisphère sud, les tempêtes qui déchiraient les voiles. Le 29 novembre, ils franchirent l'équateur. Les hommes qui n'avaient jamais traversé cette ligne devaient payer une rançon. Du vin ou être plongés dans la mer, c'était une tradition. Magellan lui-même paya. Il savait qu'il devait maintenir le moral, respecter les rituels, donner aux hommes l'illusion que tout restait normal, alors qu'ils naviguaient vers l'inconnu. Le 13 décembre, ils aperçurent la côte du Brésil. Une terre verte, des plages blanches, des forêts impénétrables. Ils mouillèrent dans une baie magnifique, probablement près de l'actuel Rio de Janeiro. Les indigènes Tupinamba vinrent à leur rencontre. Ils étaient nus, peints, décorés de plumes. Ils offrirent du manioc, des patates douces, de l'ananas. En échange, les Européens donnaient des couteaux, des hameçons, des sonnailles. Pigafetta était fasciné. Ces gens n'avaient pas de fer, ne connaissaient pas la roue, et pourtant, ils vivaient dans une abondance que l'Europe ne connaissait plus depuis longtemps. Mais Magellan ne s'attarda pas. Il savait que le Portugal surveillait cette côte. Il ne voulait pas être capturé. Ils repartirent vers le sud, longeant des côtes de plus en plus désertes. Janvier, février. L'été austral cédait la place à l'automne. Les nuits devenaient froides. Les hommes commençaient à murmurer. Où étaient les Moluques ? Où était ce passage vers l'autre océan ? Magellan ne répondait pas. Il scrutait chaque estuaire, chaque baie, chaque embouchure. Il cherchait le détroit. Le 31 mars 1520, alors que l'hiver approchait, Magellan prit une décision controversée. Il hivernerait. Ils jetèrent l'ancre dans une baie désolée qu'ils appelèrent Puerto San Julián, sur la côte de l'actuelle Patagonie. Le vent hurlait jour et nuit. Les températures chutaient sous zéro. Il n'y avait presque rien à manger. Aucun village, aucune ressource. Magellan réduisit les rations. Les hommes recevaient maintenant des portions minuscules. Quelques biscuits moisis, un peu de vin coupé d'eau. La faim s'installait, et avec elle, la mutinerie. Dans la nuit du 1er au 2 avril, 3 capitaines se rebellèrent. Gaspar de Quesada de la Conception, Luis de Mendoza de la Victoria et Juan de Cartagena, qui avait repris le contrôle de la San Antonio. Ils envoyèrent un message à Magellan. Ils devaient partager le commandement ou ils rentreraient en Espagne. Magellan ne répondit pas. À la place, il envoya une chaloupe vers la Victoria avec 6 hommes de confiance. Leur chef, Gonzalo Gómez de Espinosa, porta une lettre à Mendoza. Lorsque le capitaine la lut, Espinosa le poignarda. Un autre homme lui trancha la gorge. C'était rapide, brutal, calculé. Avec la Victoria sous contrôle, Magellan bloqua la sortie de la baie. Les mutins étaient repris au piège. Quesada se rendit. Cartagena aussi. Le procès
fut expéditif. 40 hommes avaient participé à la mutinerie. Quezada fut décapité et écartelé, son corps exposé sur la plage. Cartagena et un prêtre furent abandonnés sur la côte avec quelques provisions. On ne les revit jamais. Les autres furent graciés à condition de travailler dans des conditions encore plus dures. Magellan avait montré qu'il ne plaisantait pas. Le silence retomba sur la flotte, mais les ennuis continuaient. En mai, la Santiago fut envoyée en reconnaissance vers le sud. Elle s'écrasa contre des rochers. L'équipage survécut et revint à pied, marchant pendant 2 semaines dans le froid patagonien. Ils avaient perdu un navire. Il ne restait plus que 4 bâtiments. Pendant ces mois d'hiver, les hommes virent d'étranges créatures. Des manchots qu'ils prenaient pour des oies sans plumes, des guanacos qu'ils décrivaient comme des chameaux sans bosse, et surtout des géants. Pigafetta raconte que des hommes mesurant plus de 2 mètres les visitèrent. Ils avaient des pieds énormes, d'où le nom Patagonie, la terre des grands pieds. Ces récits furent sans doute exagérés, mais ils reflétaient l'étrangeté de ce monde. Tout ici semblait inversé, plus grand, plus sauvage, plus froid que ce qu'ils connaissaient. Le 24 août, l'hiver s'achevait. Magellan donna l'ordre de lever l'ancre. Ils reprirent leur route vers le sud. Chaque jour, l'inquiétude grandissait. Et si le passage n'existait pas? Et si la côte continuait indéfiniment jusqu'au pôle? Certains hommes suppliaient de faire demi-tour. Magellan refusait. Il avait promis de trouver le détroit, et il le trouverait. Le 21 octobre 1520, à 52 degrés de latitude sud, ils virent une ouverture, une large embouchure entre des falaises noires. Magellan envoya 2 navires en reconnaissance, la San Antonio et la Conception. 2 jours passèrent, 3 jours. Les marins sur la Trinidad et la Victoria commençaient à désespérer. Puis, au matin du 4e jour, ils virent les 2 navires revenir toutes voiles dehors, tirant des coups de canon, leurs équipages criant et agitant des bannières. Ils l'avaient trouvé. Le détroit existait. Mais ce n'était pas un simple passage. C'était un labyrinthe d'eau noire et de montagnes. Des chenaux se divisaient, se croisaient, formaient des impasses. Le vent soufflait dans toutes les directions à la fois. Le courant était traître. Les cartes ne servaient à rien. Il fallait tout explorer, mémoriser chaque tournant, chaque écueil. La nuit, il voyait des feux sur les côtes sud, des dizaines de feux. Magellan appela cette terre Tierra del Fuego, la terre de feu. Qui allumait ces feux? Des indigènes Selknam et Yamana, qui survivaient dans cet enfer glacé, nus ou presque, enduits de graisse d'otarie. Ils observaient ces étranges maisons flottantes sans comprendre ce qu'elles faisaient là. La traversée du détroit dura 38 jours. 38 jours de tension constante. Et au milieu de cette épreuve, la San Antonio déserta. Son nouveau capitaine, Esteban Gomez, détestait Magellan. Une nuit, il prit le contrôle du navire, enchaîna les hommes fidèles à l'amiral et fit demi-tour vers l'Espagne. C'était le plus grand navire, celui qui transportait la majeure partie des provisions. Magellan le chercha pendant plusieurs jours, mais en vain. Il était parti. Il ne restait plus que 3 navires et environ 170 hommes. Le 28 novembre, ils émergèrent enfin du détroit. Devant eux s'étendait un océan calme, d'un bleu profond, sous un ciel sans nuages. Magellan pleura. Il le baptisa Mar Pacifico, l'océan Pacifique. Il pensait qu'en quelques jours, peut-être 2 semaines, ils atteindraient les Moluques. Il se trompait. Le Pacifique est le plus grand océan du monde. Il couvre un tiers de la surface terrestre. Magellan l'ignorait. Les cartes de l'époque montraient l'Asie bien plus proche de l'Amérique qu'elle ne l'est en réalité. Ils naviguèrent pendant 98 jours sans voir la moindre terre habitable. 98 jours de soleil brûlant, de mer étale, de vent faible. Les provisions s'épuisaient, l'eau croupissait, les biscuits étaient réduits en poudre.
infestés de vers gros comme le doigt. Les hommes les mangeaient quand même, souvent la nuit, pour ne pas voir ce qu'ils avalaient. Puis vint le scorbut. Cette maladie mystérieuse qui pourrissait les gencives, faisait tomber les dents, gonflait les jambes, couvrait le corps de plaies noires. Les hommes hurlaient de douleur. Leurs articulations se bloquaient. Ils crachaient du sang. 19 hommes moururent. Leurs corps furent jetés à la mer, sans cérémonie. Il n'y avait pas de temps pour les rituels. Pigafetta lui-même tomba malade, mais survécut. Il nota dans son journal qu'ils mangèrent les peaux de cuir qui protégèrent les cordages. Il les faisait tremper dans l'eau de mer pendant 4 jours pour les ramollir, puis les faisait griller sur des braises. Ils mangèrent aussi des rats. Un rat se vendait un demi-ducat, une somme considérable. Tous ne purent s'en offrir. Magellan restait calme. Il montait sur le pont chaque matin, scrutait l'horizon, encourageait les hommes. Il partageait leurs rations, refusait tout privilège. Cette solidarité le maintint en vie. Les hommes ne mutinèrent pas parce qu'ils voyaient qu'ils souffraient autant qu'eux. Mais intérieurement, Magellan devait être terrorisé. Où étaient les îles? Avait-il condamné tout le monde à mourir de faim au milieu d'un océan sans fin? Le 24 janvier 1521, ils aperçurent enfin une terre, un atoll inhabité qu'ils appelèrent San Pablo. Pas d'eau douce, pas de nourriture, juste du sable et des oiseaux. Le 4 février, un autre atoll, Tiburon, l'île des requins, encore rien. Ces îles les narguaient, ils continuèrent vers l'ouest. Enfin, le 6 mars, ils virent des voiles. Des pirogues à balancier filaient vers eux à une vitesse incroyable. À bord, des hommes nus aux cheveux longs, la peau cuivrée, les corps tatoués. Ils montèrent sur les navires sans permission, touchant tout, prenant ce qui leur plaisait, des couteaux, des clous, même une chaloupe. Les Européens les chassèrent à coups de bâton, mais ils revenaient sans cesse. Magellan, exaspéré, débarqua avec 40 hommes armés. Ils brûlèrent plusieurs villages et tuèrent 7 indigènes pour récupérer la chaloupe. Pigafetta appela ces îles les Islas de los Ladrones, les îles des voleurs. C'étaient les Mariannes. Les habitants, les Chamorros, avaient leur propre logique. Dans leur culture, le partage était une norme. Prendre n'était pas voler, c'était participer. Mais les Européens ne comprenaient pas. Ils ne cherchaient pas à comprendre. Ils repartirent rapidement, cap à l'ouest. Le 16 mars, ils aperçurent de nouvelles îles, vertes, montagneuses, couvertes de forêts. C'étaient les Philippines, bien que Magellan l'ignorât encore. Ils débarquèrent sur l'île de Homognon. Les habitants vinrent en paix, apportant du poisson, des noix de coco, des bananes, des patates douces. Les marins se jetèrent sur la nourriture. Beaucoup tombèrent de malades. Leurs estomacs ne supportaient plus rien. Mais lentement, ils reprenaient des forces. Magellan avait avec lui un esclave nommé Henrique. Il l'avait acheté à Malacca des années auparavant. Henrique parlait malais. Et miracle, les habitants des Philippines parlaient une langue proche. Pour la première fois depuis le départ de Séville, Magellan pouvait communiquer. Henrique devint l'interprète, le pont entre deux mondes. Grâce à lui, Magellan comprit que ces îles étaient riches, peuplées, divisées en royaumes rivaux. Et surtout, elles étaient rapproches des Moluques. Le 7 avril, ils arrivèrent à Cebu, la plus grande ville de la région. Le Raja, Humabon, les accueillit avec méfiance. Qui étaient ces étrangers pâles aux armes de fer? Magellan fit une démonstration de force. Il ordonna à ses hommes de tirer au canon sur un navire abandonné. Le boulet le pulvérisa. Humabon comprit le message. Ces hommes possédaient une puissance terrifiante. Mais Magellan ne voulait pas seulement commercer, il voulait convertir. Il avait promis au roi Charles de répandre le christianisme. Étrangement, Humabon accepta. Le 14 avril, lui, sa famille et plus de 800 habitants furent baptisés. Pourquoi? Peut-être par opportunisme. S'allier à ces puissants étrangers pouvait renforcer sa position face à ses rivaux.
peut-être par curiosité religieuse. Le christianisme offrait une vie éternelle, une protection divine, ou peut-être simplement parce que refuser semblait dangereux. Magellan, grisé par ce succès, commit une erreur fatale. Sur l'île voisine de Mactan vivait un chef nommé Lapu-Lapu. Il refusait de se soumettre à Humabon et refusait le baptême. Magellan décida de le punir. Le 27 avril 1521, avant l'aube, il débarqua sur Mactan avec 60 hommes. Il pensait qu'une simple démonstration de force suffirait. Mais Lapu-Lapu les attendait. Plus de 1000 guerriers, armés de lances en bambou, de flèches empoisonnées, d'épées en bois dur. Le combat fut un massacre. Les Européens, alourdis par leurs armures, s'enfonçaient dans le sable. Leurs arquebuses tiraient trop lentement. Les indigènes les encerclèrent, visaient les jambes non protégées. Magellan lui-même fut touché à la jambe, celle qui avait été blessée des années auparavant au Maroc. Il tomba. Les guerriers se jetèrent sur lui. Pigafetta, qui combattait à ses côtés, écrivit. Ils le frappèrent tant et tant qu'ils tuèrent notre miroir, notre lumière, notre réconfort et notre vrai guide. Fernand de Magellan mourut dans les vagues peu profondes de Mactan, à 41. Hens, à des milliers de kilomètres de chez lui. Son corps ne fut jamais récupéré. Lapu-Lapu refusa de le rendre, même contre une fortune en marchandises. Pour lui, c'était un trophée, la preuve que les dieux blancs pouvaient saigner. La flotte était décapitée. Sans Magellan, la confusion s'installa immédiatement. Qui commanderait désormais? Duarte Barbosa, un Portugais proche de Magellan, prit le contrôle de la Trinidad. João Serrão hérita de la Conception. Juan Sebastián Elcano, un Basque, devint le pilote principal. Mais ces hommes n'avaient ni l'autorité ni la vision de Magellan. Ils étaient des survivants essayant de comprendre ce qu'il fallait faire maintenant. Humabon, le Raja de Cebu, sentit leur faiblesse. Il les invita à un banquet le 1er mai, prétendument pour offrir des joyaux à envoyer au roi d'Espagne. Barbosa accepta. 29 hommes débarquèrent, sans armes, confiants. C'était un piège. Au milieu du festin, les guerriers de Humabon attaquèrent. Ils massacrèrent presque tous les Européens. Seuls quelques-uns, dont Henrique l'esclave qui avait peut-être averti Humabon, s'échappèrent. Serrao fut capturé. Depuis le rivage, enchaîné et sanglant, il supplia ses compagnons de payer une rançon. Elcano refusa. Ils levèrent l'ancre et partirent, abandonnant Serrao à son sort. On ne sut jamais ce qu'il advint de lui. Il ne restait plus que 115 hommes pour 3 navires. C'était insuffisant. Ils ne pouvaient pas manœuvrer 3 bâtiments avec si peu d'équipage. Le 2 mai, ils prirent une décision déchirante. Brûler la Conception. Ils transférèrent tout ce qui avait de la valeur sur la Trinidad et la Victoria, puis mirent le feu aux navires vides. Il coula lentement dans les eaux turquoises des Philippines. 2 navires, 115 hommes, et toujours aucune épice. Ils errèrent pendant 4 mois dans l'archipel, de Cebu à Mindanao, de Palawan à Bornéo. Partout, ils cherchèrent des informations sur les Moluques. Partout, ils commerçaient, pillaient parfois, capturèrent des pilotes locaux pour les forcer à guider les navires. À Brunei, ils virent une ville immense, un palais doré, des éléphants, des canons chinois. Le sultan les reçut avec méfiance. Les Portugais avaient déjà atteint ces eaux depuis l'ouest, et leur réputation de violence les précédait. Les Espagnols de Magellan ne furent pas mieux accueillis. Ils repartirent rapidement après quelques escarmouches. Enfin, en novembre 1521, guidés par des pilotes malais, ils atteignirent les Moluques, plus précisément Tidor, une petite île volcanique au milieu de nulle part. L'air était lourd, saturé d'humidité et de cette odeur âcre et sucrée qui fit trembler les marins, les clous de girofle. Ils y étaient, après 2 ans et 3 mois de voyage, après avoir traversé 3 océans.
perdu 2 navires et 150 hommes. Ils avaient atteint leur destination. Le sultan de Tidore, Almanzor, les accueillit comme des alliés potentiels. Il était en guerre avec le sultan voisin de Ternate qui s'était allié aux Portugais. Les ennemis de ses ennemis étaient ses amis. Il offrit aux Espagnols le droit exclusif de commercer. Pendant 6 semaines, les marins chargèrent des épices, clous de girofle, noix de muscade, massis, cannelle. Les cales se remplissaient de trésors. Un seul clou de girofle valait plus qu'un mois de salaire en Europe. Ils en chargeaient des tonnes, mais la Trinidad prenait l'eau. Sa coque était vermoulue, rongée par les tarets, ces mollusques qui dévoraient de bois. Les charpentiers essayèrent de la réparer, mais c'était sans espoir. Elle ne pouvait pas affronter un long voyage. Elcano, qui commandait désormais la Victoria, proposa une solution. Ils se sépareraient. La Trinidad resterait à Tidore pour être réparée, puis tenterait de retourner en Espagne par le Pacifique, en longeant la côte américaine. La Victoria rentrerait immédiatement par la route portugaise, l'océan Indien et le cap de Bonne-Espérance. C'était risqué, ils entreraient en territoire ennemi, mais c'était le seul moyen. Le 21 décembre 1521, la Victoria quitta Tidore avec 47 hommes et 26 tonnes d'épices. La Trinidad resta en arrière avec 53 hommes sous le commandement de Gonzalo Gomez de Espinosa. Ils ne se revirent jamais. La Trinidad fut finalement capturée par les Portugais. La plupart de son équipage mourut en captivité. Seuls 4 hommes revinrent en Europe, des années plus tard, brisés, malades, oubliés. La Victoria, elle, entama la course contre la mort. Elcano savait qu'il devait éviter tous les ports contrôlés par le Portugal. Malacca, Goa, Mozambique. Cela signifiait naviguer pendant des mois sans escale, sans provisions fraîches, sans réparation. Ils longèrent Timor, puis descendirent vers le sud pour contourner l'Australie qu'ils ne virent jamais. Ils traversèrent l'océan Indien en restant loin des routes commerciales. Le scorbut réapparut. Les hommes mouraient à nouveau, un par un. Leurs corps étaient jetés par-dessus bord. Pas de prière, pas de monument, juste l'océan. Le 20 mai 1522, ils doublèrent enfin le cap de Bonne-Espérance. La tempête faillit les détruire. Les vagues atteignaient 15 mètres de haut. Le vent arrachait les voiles. L'eau s'infiltrait partout. Ils pompaient jour et nuit. Certains hommes, épuisés, voulaient se rendre aux Portugais. Elcano refusa. Ils avaient déjà survécu à tant de choses. Ils ne pouvaient pas abandonner maintenant. Le 9 juillet, désespérés, affamés, au bord de la mutinerie, ils firent escale au Cap-Vert, une colonie portugaise. Elcano envoya 13 hommes à terre pour acheter de la nourriture. Il leur ordonna de mentir. Ils devaient dire qu'ils revenaient d'Amérique, que leur mât avait été brisé, qu'ils avaient dérivé. Les Portugais se méfièrent. Ils arrêtèrent les 13 hommes. Elcano, paniqué, leva l'ancre immédiatement et s'enfuit. 13 hommes de plus abandonnés. Il ne restait plus que 18 marins sur la Victoria. Le 6 septembre 1522, après 3 ans et 1 mois de voyage, la Victoria entra dans le port de Sanlúcar de Barrameda. Les habitants virent un navire délabré, aux voiles en lambeaux, à la coque couverte d'algues. Sur le pont, 18 squelettes vivants. Ils portaient encore les mêmes vêtements qu'au départ, désormais des haillons. Leurs visages étaient creusés, leurs yeux enfoncés, leurs dents tombées. Ils avaient fait le tour du monde. Elcano et ses hommes débarquèrent pieds nus, en procession, tenant des cierges. Ils marchèrent jusqu'à l'église Santa Maria de la Victoria pour remercier Dieu. Les gens les regardaient comme des fantômes. 18 hommes sur 264. Moins de 7% de survie. C'était un taux de mortalité terrifiant, même pour l'époque. Mais ils avaient réussi. Ils avaient prouvé que la Terre était ronde, qu'on pouvait la contourner, que les océans étaient connectés. Charles Quint reçut Elcano
avec tous les honneurs. Il lui offrit une pension annuelle de 500 ducats et un blason représentant un globe terrestre avec la devise « Primus circumdedistim ». Tu m'as contourné le premier, mais Elcano ne profita pas longtemps de sa gloire. En 1525, il repartit vers les Moluques lors d'une nouvelle expédition. Il mourut en mer, probablement du scorbut, et fut enterré dans l'océan Pacifique. Comme Magellan, il ne revit jamais l'Espagne. Antonio Pigafetta, lui, survécut. Il apporta son journal à la cour d'Espagne, puis voyagea en Italie et en France pour raconter l'expédition. Son récit, publié sous différentes formes, reste la source principale sur le voyage. Sans lui, Magellan aurait été oublié. C'est Pigafetta qui immortalisa le capitaine portugais, qui transforma un échec personnel en épopée collective. Car, objectivement, l'expédition fut un désastre financier. La cargaison d'épices rapporta assez pour couvrir les coûts, avec un petit bénéfice. Mais 4 navires avaient été perdus, 246 hommes étaient morts, et les Moluques restèrent finalement inaccessibles pour l'Espagne. En 1529, Charles Quint vendit ses droits sur les îles au Portugal pour 350 000 ducats. Les Espagnols se concentrèrent ensuite sur les Philippines, qu'ils colonisèrent à partir de 1565. Pourtant, le voyage changea tout. Avant Magellan, le monde était une collection de cartes fragmentaires. L'Europe connaissait l'Europe, l'Asie connaissait l'Asie, l'Amérique était un obstacle. Après Magellan, les cartographes durent repenser leurs dessins. L'océan Pacifique existait. Il était immense. Les distances étaient bien plus grandes qu'on ne le pensait. La Terre n'était pas un petit globe confortable, mais une sphère gigantesque, majoritairement couverte d'eau. Ce voyage marqua aussi la fin d'une époque. Jusqu'alors, les explorations étaient des entreprises relativement modestes. Quelques navires, quelques mois, des côtes allongées. Magellan inaugura l'ère des expéditions massives, planifiées sur des années, mobilisant des ressources colossales. Après lui, les Européens comprirent qu'ils pouvaient vraiment aller partout, coloniser partout, exploiter partout. Le monde devenait une marchandise. Les peuples rencontrés en chemin payèrent le prix. Les habitants de Patagonie virent leurs terres cartographiées, leurs ressources inventoriées. Les Chamorros des Mariannes furent décimés par les maladies européennes dans les décennies suivantes. Les Philippins furent christianisés de force, leurs royaumes vassalisés, leurs cultures écrasées. Les Moluques furent disputées, conquises, exploitées jusqu'à l'épuisement de leurs forêts de girofliers. Le tour du monde n'était pas une aventure neutre. C'était le début de la globalisation brutale. Mais pourquoi Magellan est-il devenu une légende alors que tant d'autres explorateurs sont oubliés? Pourquoi raconte-t-on son histoire comme une épopée héroïque alors qu'il mourut à mi-chemin, vaincu par un chef local sur une plage anonyme? Parce que Magellan incarne un paradoxe humain fondamental, l'obsession. Il refusa d'abandonner même quand tout le monde le suppliait de faire demi-tour. Il exécuta des mutins, abandonna des hommes, traversa des détroits maudits, affronta des océans sans fin. Il était probablement tyrannique, certainement impitoyable, mais il croyait en quelque chose, que le monde pouvait être compris, mesuré, possédé. Son héritage est double. D'un côté, il symbolise le courage de l'exploration, la quête de connaissances, la volonté de dépasser les limites. De l'autre, il représente l'arrogance coloniale, la violence de la conquête, le mépris des autres cultures. Ces deux facettes sont inséparables. On ne peut pas célébrer Magellan sans reconnaître que son voyage fut construit sur des cadavres européens et indigènes. Les historiens débattent encore de son rôle exact. Certains le voient comme un visionnaire, un homme en avance sur son temps. D'autres le décrivent comme un mercenaire obstiné, prêt à tout pour la gloire et l'or. La vérité est probablement entre les deux. Magellan était un produit de son époque, une époque de transition, de guerre de religion,
de capitalisme naissant, de soif de richesse. Il n'inventa pas l'expansionnisme européen, mais il lui donna une échelle planétaire. Après Magellan, les circumnavigations devinrent presque routinières. Francis Drake boucla le tour du monde entre 1577 et 1580. Thomas Cavendish répéta l'exploit entre 1586 et 1588. Au XVIIe siècle, les compagnies commerciales hollandaises et anglaises envoyaient des flottes entières vers l'Asie. Au XVIIIe siècle, les expéditions scientifiques cartographièrent le Pacifique avec précision. Ce qui avait pris 3 ans à Magellan prenait désormais quelques mois. Mais la première fois reste unique. Magellan et ses hommes ne savaient pas ce qu'ils trouveraient. Ils n'avaient aucune garantie de survie. Chaque journée était un pari. Chaque décision pouvait être fatale. Cette incertitude absolue, cette plongée dans l'inconnu total, ne se reproduirait plus jamais. Aujourd'hui, grâce aux satellites, nous pouvons voir chaque centimètre carré de la planète. Plus aucune terre n'est inexplorée. Plus aucun océan n'est mystérieux. Nous avons perdu ce que Magellan possédait encore, la possibilité de découvrir un monde entièrement nouveau. Y a-t-il une leçon à tirer de cette histoire ? Peut-être celle-ci. La curiosité humaine est inépuisable, mais elle a un coût. Chaque avancée exige des sacrifices. Chaque découverte laisse des cicatrices. Magellan voulait prouver que la Terre était ronde. Il y parvint, mais au prix de sa vie et de celle de centaines d'autres. Était-ce nécessaire ? Était-ce justifié ? On peut débattre infiniment. Ce qui est certain, c'est que l'humanité n'a jamais cessé de repousser les limites, quelles qu'en soient les conséquences. Le détroit de Magellan porte encore son nom. Il reste l'une des routes maritimes les plus dangereuses au monde. Peu de navires l'empruntent aujourd'hui. Le canal de Panama offre une alternative plus sûre. Mais les courants y sont toujours aussi traîtres, les vents toujours aussi violents, les falaises toujours aussi noires. En regardant ces eaux glacées, on peut imaginer les 3 petits navires de bois, avec leurs voiles déchirées, naviguant à tâtons dans le brouillard, cherchant désespérément la sortie. On peut imaginer Magellan debout sur le pont de la Trinidad, scrutant l'horizon, refusant de croire que le passage n'existait pas. Cette détermination folle, ce refus du réel, c'est peut-être cela qui définit l'humanité, la capacité de croire en l'impossible jusqu'à ce qu'il devienne réel. Les Philippines, elles, célèbrent Lapu-Lapu comme un héros national. Des statues ont été érigées en son honneur à Mactan. Il est le symbole de la résistance indigène face à l'invasion européenne. Chaque année, des cérémonies commémorent la bataille où il vainquit Magellan. C'est un rappel que l'histoire a toujours plusieurs versions. Pour les Espagnols, Magellan est un martyr mort pour la foi et la couronne. Pour les Philippins, c'est un envahisseur arrêté par un guerrier courageux. Les 2 récits coexistent, se contredisent et pourtant tous 2 sont vrais. Cette multiplicité des perspectives est peut-être l'héritage le plus important du voyage. En reliant physiquement les continents, Magellan força les cultures à se rencontrer, à s'affronter, à se mélanger. Ce processus fut violent, injuste, traumatisant. Mais il fut aussi irréversible. Après 1522, il n'y avait plus de monde séparé. Il n'y avait qu'un seul monde, interconnecté, avec toutes les richesses et tous les problèmes que cela implique. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde unifié. Nous pouvons voyager d'un continent à l'autre en quelques heures. Nous pouvons communiquer instantanément avec n'importe qui sur la planète. Nous considérons cela comme normal. Mais il y a 500 ans, c'était de la magie pure. Magellan et ses hommes ont transformé l'impossible en banal. Ils ont ouvert la voie à tout ce qui a suivi. Les empires coloniaux, le commerce mondial, l'émigration massive, la mondialisation. Sans eux, le monde serait différent. Meilleur, pire. Impossible à dire. Mais certainement différent. Le journal de Pigafetta contient un détail souvent oublié.
Lorsque la Victoria arriva en Espagne le 6 septembre 1522, l'équipage découvrit qu'ils avaient perdu un jour. Selon leur calendrier de bord, on était le 5 septembre. Selon le calendrier espagnol, c'était le 6. Comment était-ce possible ? Ils avaient navigué vers l'ouest, contre le sens de rotation de la Terre. En faisant le tour complet, ils avaient gagné 24 heures sans s'en rendre compte. Ce phénomène, appelé aujourd'hui changement de date, n'avait jamais été observé auparavant. C'était la preuve ultime que la Terre tournait, qu'elle était bien une sphère en mouvement dans l'espace. Ce décalage temporel troubla profondément les marins. Ils pensaient avoir jeûné tous les vendredis, comme l'exigeait leur foi catholique. Mais si le calendrier était décalé, avaient-ils péché sans le savoir ? Pigafetta consulta des prêtres. Ils le rassurèrent, Dieu comprenait. Ce petit détail montre à quel point le voyage bouscula les certitudes. Il ne s'agissait pas seulement de géographie. C'était une révolution ontologique. Le temps lui-même devenait relatif. Les scientifiques mirent des décennies à comprendre pleinement les implications. Au XIXe siècle, avec l'expansion des chemins de fer et du télégraphe, le problème devint crucial. On ne pouvait pas coordonner les horaires si chaque ville avait son propre temps solaire. En 1884, la Conférence internationale de Washington établit les fuseaux horaires et la ligne de changement de date. Ces conventions, que nous utilisons encore aujourd'hui, découlent directement du voyage de Magellan. Il prouva empiriquement que la Terre était ronde. Nous avons ensuite construit des systèmes pour gérer cette rotondité. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette aventure. Magellan n'était pas un saint. Il n'était pas même particulièrement sympathique. Il était autoritaire, violent, obstiné. Mais il possédait cette qualité rare. Il refusait d'accepter les limites qu'on lui imposait. Le roi du Portugal l'humilia. Il alla voir le roi d'Espagne. Les capitaines se mutinèrent. Il les exécuta. Le Pacifique semblait infini. Il continua. La nourriture manquait. On mangea du cuir. Cette obstination stupide et magnifique est ce qui permet à l'humanité d'avancer. Bien sûr, on peut critiquer cette mentalité. Elle conduit aussi à des catastrophes, des guerres inutiles, des génocides, des destructions environnementales. L'incapacité à accepter les limites n'est pas toujours une vertu. Parfois, la sagesse consiste à s'arrêter, à reconnaître qu'on est allé trop loin. Magellan ne connaissait pas cette sagesse. Il fonça jusqu'à ce que la mort l'arrête. Et peut-être est-ce pour cela qu'on se souvient de lui. Non parce qu'il réussit, mais parce qu'il refusa d'échouer. Les épices pour lesquelles ils moururent semblent dérisoires aujourd'hui. Le poivre, le clou de girofle, la muscade sont disponibles dans n'importe quel supermarché pour quelques euros. Nous les utilisons sans y penser, saupoudrant nos plats distraitement. Mais en 1500, ces substances valaient littéralement plus que l'or. Elles conservaient la viande, masquaient le goût de la décomposition, soignaient les maladies. Elles étaient rares, précieuses, indispensables. Contrôler leur commerce, c'était contrôler l'économie mondiale. Cette soif d'épices peut sembler étrange. Pourquoi risquer sa vie pour du poivre ? Mais c'est oublier que chaque époque a ses obsessions. Au XXe siècle, on s'est battu pour le pétrole. Au XXIe, pour les terres rares et les données. Les ressources changent, mais la logique reste identique. Celui qui contrôle ce dont tout le monde a besoin contrôle le pouvoir. Magellan cherchait des épices. Il trouva un monde. Son voyage inaugura aussi une nouvelle forme de violence. La violence systématique, bureaucratique, globalisée. Avant lui, les conquêtes étaient locales. Les armées envahissaient les royaumes voisins, pillaient, repartaient. Après lui, l'exploitation devint permanente. Les colonies s'installèrent pour des siècles. Les populations indigènes furent assimilées, évangélisées, réduites en esclavage. Ce n'était plus de la guerre, c'était de l'administration. Les Philippines en sont l'exemple parfait. Conquises officiellement en 1565 par Miguel López de Legazpi,
elles restèrent espagnoles jusqu'en 1898. 333 ans de domination coloniale. Des générations entières de Philippins grandirent sans connaître autre chose que la domination étrangère. Leur langue, leur religion, leur économie, tout fut remodelé selon les besoins de l'Espagne. Et cela commença avec Magellan, avec son désir obsessionnel de baptiser Humabon, avec sa conviction que le christianisme devait être imposé par la force si nécessaire. On pourrait dire que Magellan ne pouvait pas prévoir ses conséquences, qu'il était un homme de son temps, agissant selon les normes de son époque, c'est en partie vrai. Mais c'est aussi une excuse facile. Magellan vit de ses propres yeux la résistance des peuples qu'il rencontrait. Il vit qu'ils avaient leur propre culture, leur propre système de croyances, leur propre raison de vivre. Il choisit de les ignorer. Il choisit d'imposer sa vision du monde parce qu'il croyait qu'elle était supérieure. Cette arrogance est au cœur du colonialisme. Pourtant, on ne peut pas réduire Magellan à un simple colonisateur. C'était aussi un navigateur génial, un stratège militaire compétent, un homme capable d'inspirer une loyauté féroce chez certains de ses hommes. Pigafetta l'admirait sincèrement. D'autres marins étaient prêts à mourir pour lui. Il possédait cette qualité intangible qu'on appelle le charisme, la capacité de faire croire aux autres qu'ils participent à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cette complexité est ce qui rend l'histoire fascinante. Les héros parfaits n'existent pas. Magellan était humain, avec toutes les contradictions que cela implique. Brillant et cruel, courageux et impitoyable, visionnaire et aveugle. Nous voulons des récits simples, des méchants clairs et des héros purs. L'histoire nous offre rarement ce confort. 500 ans après sa mort, nous continuons de débattre de son héritage. Des écoles portent son nom, des navires de guerre aussi. Le détroit qu'il découvrit reste l'une des routes les plus emblématiques du monde. Mais en même temps, des voix s'élèvent pour dénoncer la célébration d'un homme qui participa activement à l'oppression coloniale. Ces deux perspectives coexistent, se combattent et ne trouveront probablement jamais de réconciliation. C'est peut-être ainsi que doit être racontée l'histoire. Sans consensus forcé, sans verdict définitif, mais avec toute la complexité du réel. Le monde que Magellan contribua à créer est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde où les distances sont abolies, où les cultures se mélangent, où rien n'est véritablement local. Nous mangeons des fruits cultivés à 10 000 kilomètres. Nous portons des vêtements fabriqués sur d'autres continents. Nous parlons des langues enrichies de mots venus d'ailleurs. Cette interconnexion est l'aboutissement direct du processus commencé par les explorateurs du XVIe siècle. Mais cette globalisation a un prix. Les langues minoritaires disparaissent, les traditions ancestrales s'effacent, les écosystèmes sont détruits par le commerce international. Le monde unifié est aussi un monde homogénéisé, où les particularités locales se dissolvent dans un marché global. Magellan n'a pas causé tout cela, évidemment, mais il a ouvert la porte. Il a montré que le monde entier pouvait être atteint, cartographié, exploité. Ce qui arriva ensuite était presque inévitable. Revenons un instant à cet équipage hétéroclite qui quitta Séville en 1519. Espagnol, portugais, italien, français, flamand, grec, un anglais. Ils ne parlaient pas tous la même langue. Ils ne partageaient pas tous les mêmes valeurs. Beaucoup se détestaient. Les tensions nationales étaient constantes. Et pourtant, ils durent apprendre à coopérer. Sur un navire au milieu de l'océan, les différences deviennent secondaires. La survie exige la collaboration. C'est peut-être là une métaphore pour notre époque. Nous sommes tous sur le même navire désormais, cette petite planète bleue flottant dans l'espace. Nos différences culturelles, linguistiques, religieuses restent importantes. Mais nous affrontons des défis communs. Le climat, les pandémies, les ressources limitées. Comme l'équipage de Magellan, nous devons choisir entre la coopération et le chaos. L'histoire suggère que nous préférons souvent le chaos.
mais elle montre aussi que la coopération, aussi imparfaite soit-elle, reste possible. Les hommes qui revinrent sur la Victoria étaient transformés. Ils avaient vu des choses qu'aucun Européen n'avait vues avant eux. Des ciels étoilés différents, où les constellations familières disparaissaient au profit de formes nouvelles. Des animaux impossibles, manchots debout comme des hommes, poissons capables de voler, créatures marines géantes, des peuples aux coutumes incompréhensibles, qui vivaient nus sous les tropiques ou s'enduisaient de graisse dans le froid austral. Ces visions changèrent leur compréhension du monde. Pigafetta écrivit que les habitants de Patagonie croyaient que le tonnerre était causé par un démon appelé Setebos, que les Philippins pratiquaient une forme de chirurgie où ils ouvraient le ventre des malades, retiraient les organes, les nettoyaient, puis les remettaient en place. Vraies ou fausses, exagérées ou inventées, ces observations reflètent une tentative sincère de comprendre l'altérité. Pigafetta n'était pas un anthropologue moderne. Il jugeait, comparait, trouvait souvent ses coutumes barbares. Mais au moins, il regardait. Il notait. Il essayait de donner du sens à ce qu'il voyait. D'autres marins rapportèrent des récits similaires. Ils parlaient de géants, de sirènes, de monstres marins. Ces récits furent moqués plus tard comme des superstitions. Mais ils traduisaient une vérité plus profonde. Le monde était plus étrange qu'on ne l'imaginait. Chaque certitude était remise en question. Si des hommes pouvaient mesurer 2 mètres et demi, si des oiseaux ne volaient pas mais nageaient, si un océan pouvait être si vaste qu'on le traversait pendant 3 mois sans voir terre, alors tout était possible. L'impossible n'existait plus. Cette ouverture à l'étrange fut l'un des effets secondaires inattendus des grandes explorations. L'Europe médiévale était un monde clos, gouverné par des dogmes. L'Église enseignait que la Terre était le centre de l'univers, que les continents étaient 3, que les antipodes ne pouvaient pas être habités car les gens tomberaient. Chaque découverte fracturait ces certitudes. Magellan prouva que les antipodes étaient habités. Copernic, quelques années plus tôt, avait suggéré que la Terre tournait autour du Soleil. Gutenberg avait inventé l'imprimerie, permettant la diffusion rapide des nouvelles idées. Tout basculait simultanément. Le XVIe siècle fut une époque de révolutions superposées. Religieuse, avec la réforme protestante qui déchirait la chrétienté. Scientifique, avec la naissance de la méthode empirique. Économique, avec l'afflux d'or américain qui transformait les marchés européens. Politique, avec la montée des États-nations et l'effondrement des structures féodales. Magellan se trouvait au cœur de ce tourbillon. Son voyage n'était pas un événement isolé, c'était un symptôme d'un monde en pleine mutation. On oublie souvent que Magellan n'était pas le premier à tenter un tour du monde. Des rumeurs circulaient sur des marins anonymes qui auraient fait le tour de l'Afrique dans l'Antiquité. Les Vikings avaient peut-être atteint l'Amérique 500 ans avant Colomb. Des navigateurs arabes et chinois avaient exploré l'océan Indien bien avant les Européens. Mais Magellan fut le premier à le faire de manière documentée, avec des témoins, des cartes, des preuves irréfutables. C'est cette documentation qui fit la différence. L'histoire appartient à ceux qui l'écrivent. Cela soulève une question troublante. Combien d'autres exploits restent inconnus parce que personne ne les a enregistrés? Combien de navigateurs intrépides, de découvreurs audacieux, d'inventeurs géniaux sont morts sans laisser de traces? L'histoire que nous connaissons n'est qu'une fraction infime de ce qui s'est réellement passé. Nous célébrons Magellan parce que Pigafetta écrivit un journal. Mais quelqu'un d'autre, quelque part, fit peut-être quelque chose d'encore plus extraordinaire, et nous ne le saurons jamais. Cette injustice fondamentale traverse toute l'histoire. Les puissants sont documentés, les faibles sont oubliés, les vainqueurs écrivent les livres, les vaincus disparaissent. Combien de marins morts du scorbut connaissons-nous par leur nom? Quelques-uns, mentionnés brièvement par Pigafetta. Mais la plupart restent anonymes. Combien de femmes accompagnèrent ces hommes?
restèrent en Espagne, élevèrent seuls leurs enfants, attendirent des nouvelles qui ne vinrent jamais. Nous ne connaissons même pas leur nom. L'histoire de Magellan est aussi l'histoire de tous ces invisibles. Et puis il y a Henrique, l'esclave malais. Après la mort de Magellan, il disparaît des archives. Pigafetta mentionne qu'il fut blessé lors de la bataille de Mactan et qu'il refusa ensuite de servir les nouveaux commandants. Certains historiens pensent qu'il s'échappa et retourna chez lui. Si c'est vrai, alors Henrique fut le premier homme à réellement faire le tour du monde. Magellan l'avait acheté à Malacca en 1511. Henrique voyagea avec lui de Malacca à l'Europe, puis de l'Europe aux Philippines. Les Philippines sont proches de Malacca. Henrique était donc revenu à son point de départ, ayant fait le tour complet. Mais comme il était esclave, comme il n'était pas européen, comme il ne laissa aucun document, il ne reçut aucune reconnaissance. Cette réalité dérange. Elle force à reconnaître que nos héros sont souvent des constructions. Nous choisissons qui célébrer selon des critères qui n'ont rien à voir avec les accomplissements réels. Race, classe, nationalité, pouvoir. Voilà ce qui détermine qui entre dans les livres d'histoire. Henrique méritait autant de gloire que Magellan ou Elcano. Il ne la reçut pas. Et des millions d'autres, à travers les siècles, partagèrent mon sort. Mais revenons au voyage lui-même, à cette traversée du Pacifique qui reste l'un des exploits maritimes les plus impressionnants de l'histoire. 98 jours sans voir terre. Imaginez cela. Chaque matin, vous vous réveillez, vous montez sur le pont. L'horizon est vide dans toutes les directions. Juste l'eau, toujours l'eau, s'étendant à l'infini. Le soleil se lève, traverse le ciel, se couche, la nuit tombe, les étoiles apparaissent, étrangères, froides, vous dormez mal. Bercé par le roulis constant, le lendemain, reblote. Et cela continue jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. La monotonie devait être aussi difficile à supporter que la faim. Les humains sont faits pour la variété, pour les changements, pour les repères. Sur le Pacifique, rien ne changeait. Pas de côtes allongées, pas de courants différents, pas de variations climatiques significatives. Juste cette immensité bleue, hypnotique, vertigineuse. Certains hommes devinrent probablement fous. Pigafetta ne le mentionne pas explicitement, mais comment aurait-il pu en être autrement ? 3 mois face au néant érodent la santé mentale. Et pourtant, ils continuèrent, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Faire demi-tour signifiait affronter à nouveau le détroit de Magellan, puis longer la côte sud-américaine contrôlée par les Portugais. Avancer était aussi dangereux que reculer. Alors ils avançaient, jour après jour, guidés par les étoiles et les calculs approximatifs de leurs pilotes. La navigation à cette époque était autant un art qu'une science. On estimait la vitesse en jetant un morceau de bois à l'eau et en comptant combien de temps il mettait à passer d'un bout à l'autre du navire. On déterminait la latitude en mesurant la hauteur du soleil avec un astrolabe. Mais la longitude restait un mystère. On ne savait pas vraiment où on était. On espérait juste aller dans la bonne direction. Ce manque de précision explique pourquoi Magellan pensait que le Pacifique serait petit. Les cartes de l'époque compressaient les distances. L'Asie semblait proche de l'Amérique. En réalité, elle est à plus de 15 000 kilomètres. Cette erreur faillit tuer tout le monde. Si les Mariannes n'avaient pas existé, si par chance elles ne s'étaient pas trouvées sur leur route, la flotte entière aurait péri. Tous les hommes seraient morts de faim et de soif au milieu de cet océan sans nom. Et nous ne saurions rien de cette tentative. Le mystère du détroit serait resté entier pour quelques années ou décennies de plus, jusqu'à ce qu'un autre fou tente l'aventure. La chance joua un rôle énorme dans ce voyage. Chance d'avoir trouvé le détroit. Chance d'avoir survécu à sa traversée. Chance d'avoir rencontré les Mariannes juste avant de mourir de faim. Chance que la Victoria ne coule pas pendant la tempête au cap de Bonne-Espérance. À chaque étape, le désastre fut évité de justesse.
On célèbre le courage et la détermination de Magellan, et c'est mérité. Mais reconnaissons aussi que sans chance, le courage ne suffit pas. Cette leçon vaut pour toutes les grandes entreprises humaines. Le succès n'est jamais uniquement le fruit du mérite. Les circonstances, le hasard, le timing, tout cela compte autant que le talent ou l'effort. Nous préférons croire que les gagnants gagnent parce qu'ils le méritent. C'est rassurant. Cela suggère que le monde est juste, que le travail paie toujours. Mais l'histoire montre le contraire. Le monde est aléatoire. Les catastrophes frappent les innocents. Les incompétents réussissent que parfois. Les génies meurent dans l'obscurité. C'est injuste, frustrant et pourtant indéniable. Magellan avait du talent, mais il eut aussi de la chance. Et cette chance s'épuisa sur une plage de Mactan, face à un guerrier qui refusait de se soumettre. La mort de Magellan fut rapide, violente, anonyme. Pas de discours dramatique, pas de dernières paroles mémorables. Juste le choc de lance en bambou perçant la chair, l'eau salée se mêlant au sang, le corps s'effondrant dans les vagues. En quelques minutes, l'homme qui avait défié le monde n'était plus qu'un cadavre. Lapu ne savait probablement pas qui il venait de tuer. Pour lui, c'était juste un autre envahisseur étranger. Un de plus dans une longue liste. Il ne pouvait pas savoir que cet homme deviendrait une légende, que son nom serait prononcé pendant des siècles. Lapu voulait simplement protéger son territoire, maintenir son indépendance, résister à ceux qui voulaient lui imposer leur religion. C'était un acte de défense, pas une déclaration géopolitique. Mais l'histoire transforme les actes locaux en symboles globaux. La mort de Magellan n'était pas une simple escarmouche sur une plage tropicale. Elle incarnait la collision de deux mondes, deux visions, deux systèmes de valeurs. D'un côté, l'expansionnisme européen, convaincu de sa supériorité, déterminé à convertir et conquérir. De l'autre, les sociétés indigènes, enracinées dans leurs terres, méfiantes envers ces étrangers arrogants. Ces deux forces s'affrontèrent pendant des siècles. Parfois, comme à Mactan, les indigènes gagnèrent. Plus souvent, ils perdirent. Mais à chaque fois, le coût humain fut immense. Après Mactan, l'expédition aurait pu s'effondrer complètement. Sans leader charismatique, divisée par les tensions nationales, affaiblie par les maladies et les pertes, elle aurait facilement pu se dissoudre. Que les survivants aient continué jusqu'aux Moluques, puis que 18 d'entre eux aient poussé jusqu'en Espagne, témoigne d'une résilience extraordinaire. Ces hommes n'étaient pas des héros au sens romantique du terme. Ils étaient affamés, terrifiés, probablement traumatisés, mais ils voulaient rentrer chez eux. Cette motivation simple, presque animale, les poussa à continuer. Elcano mérite une reconnaissance particulière. Il prit le commandement dans des circonstances impossibles et ramena la Victoria en Espagne malgré tous les obstacles. C'était un navigateur compétent, un leader pragmatique, un survivant. Mais il ne possédait pas la vision de Magellan. Il ne cherchait pas la gloire ou l'immortalité. Il voulait juste ne pas mourir. Cette honnêteté, cette absence de prétention héroïque rend son accomplissement encore plus impressionnant. Quand Elcano mourut en mer, en 1525, lors d'une expédition ultérieure vers les Moluques, presque personne ne le remarqua. Il n'y eut pas de grande cérémonie, pas de deuil national. Il était déjà oublié. Sa pension fut versée à sa famille pendant quelques années, puis s'arrêta. Son nom disparut des registres. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les historiens espagnols le redécouvrirent et tentèrent de le célébrer comme le premier homme à avoir réellement complété un tour du monde. Mais même cette reconnaissance resta timide. Aujourd'hui, combien de gens connaissent le nom d'Elcano ? Une fraction de ceux qui connaissent Magellan. Cela dit quelque chose sur la nature de la célébrité. Magellan mourut au sommet de son aventure, à mi-chemin, dans des circonstances dramatiques. Cette mort prématurée le figea dans le temps, le transforma en mythe. Elcano survécut, rentra chez lui, vieilli. Il redevint un homme ordinaire. Et les hommes ordinaires, même quand ils accomplissent l'extraordinaire, sont rapidement oubliés.
la mort tragique vend mieux que la survie banale. Les 13 hommes abandonnés au Cap-Vert eurent un sort étrange. Les Portugais les emprisonnèrent, les interrogèrent, puis finalement les libérèrent plusieurs mois plus tard. Ils rentrèrent en Espagne par leurs propres moyens. Là, ils découvrirent que leurs compagnons de la Victoria étaient déjà des célébrités. Eux, qui avaient participé au même voyage, qui avaient survécu aux mêmes épreuves, restèrent dans l'ombre. Ils ne furent même pas mentionnés dans la plupart des récits officiels. Leur crime ? Être arrivés trop tard. L'histoire n'a de place que pour les premiers. Les seconds, même s'ils ne sont en retard que de quelques mois, disparaissent. Et que dire des 53 hommes de la Trinidad, capturés par les Portugais aux Moluques ? Ils furent jetés en prison, torturés pour obtenir des informations sur les routes espagnoles, laissés à pourrir dans des cellules humides. Beaucoup moururent de maladies tropicales. Quelques-uns furent libérés des années plus tard, brisés, malades, indigents. Quand ils rentrèrent finalement en Espagne, personne ne les attendait. Leurs familles les croyaient morts. Le gouvernement ne leur devait rien. Techniquement, ils n'avaient pas complété la mission. Ils vécurent le reste de leurs jours dans la pauvreté et l'oubli. Ces histoires parallèles rappellent que chaque grand événement historique cache des milliers de petites tragédies. Nous regardons le résultat final, l'accomplissement glorieux, et oublions le coût humain. 18 hommes revinrent sur 264. Cela signifie 246 morts, 246 individus avec des noms, des familles, des rêves. Certains moururent de faim, d'autres de maladie, d'autres dans des combats. Quelques-uns furent abandonnés sur des côtes désertes. Tous payèrent de leur vie l'ambition d'un seul homme. Peut-on les appeler victimes ? Ou étaient-ils des participants volontaires à une entreprise dont ils connaissaient les risques ? La vérité se situe probablement entre les deux. Certains s'enrôlèrent librement, attirés par l'aventure ou l'appât du gain. D'autres furent recrutés par des moyens plus douteux, voire contraints. Les conditions à bord étaient atroces, mais elles ne différaient pas beaucoup de celles des autres navires de l'époque. La vie maritime au XVIe siècle était toujours brutale. Magellan n'inventa pas la cruauté. Il l'appliqua simplement sur une plus grande échelle. Ce qui distingue son voyage, c'est la durée. 3 ans. La plupart des expéditions maritimes duraient quelques mois. 1 an au maximum. 3 ans en mer, avec des escales rares et souvent dangereuses, dépassaient tout ce qui avait été tenté auparavant. Les hommes qui s'enrôlèrent en 1519 pensaient probablement être de retour en 1520 ou 21. Ceux qui survécurent revinrent en 1522, 3 ans et 1 mois plus tard. Le monde avait changé, leurs proches avaient vieilli, leurs enfants ne les reconnaissaient plus. Ils étaient devenus des étrangers dans leur propre pays. Ce sentiment de décalage devait être vertigineux. Ils avaient vu des choses inimaginables. Ils avaient traversé des océans que personne ne connaissait. Ils avaient survécu à des épreuves qu'aucun Européen n'avait affrontées. Mais comment raconter cela ? Comment faire comprendre à des gens qui n'avaient jamais quitté leur village à quoi ressemblait le détroit de Magellan sous la neige, ou le Pacifique sans fin, ou les forêts tropicales des Philippines ? Pigafetta essaya. Son journal fut imprimé et circula en Europe. Mais la plupart des marins survivants ne surent ni lire ni écrire. Ils racontèrent leurs histoires dans des tavernes, à leurs familles, à qui voulait l'entendre. Ces récits oraux se déformèrent, s'enrichirent d'embellissements, devinrent des légendes locales. Dans certains villages espagnols, on racontait encore au XIXe siècle des histoires sur l'ancêtre qui était allé jusqu'au bout du monde. Ces traditions orales, non documentées, non vérifiées, font aussi partie de l'héritage de Magellan. L'expédition marqua aussi un tournant dans l'histoire maritime. Avant Magellan, les navigateurs longeaient les côtes autant que possible. Traverser des océans était terrifiant. Après Magellan, cela devint une routine. Les Espagnols établirent le galion de Manille, une route commerciale régulière entre les Philippines et le Mexique, traversant tout le Pacifique.
Ce commerce dura 250 ans, transportant de la soie et de la porcelaine chinoise vers l'Amérique et de l'argent mexicain vers l'Asie. Des milliers de marins firent le voyage. Beaucoup moururent, mais la route restait ouverte. Cette normalisation du danger est l'une des constantes de l'histoire humaine. Ce qui semble impossible à une génération devient banal pour la suivante. Les premiers à franchir une frontière sont célébrés. Ceux qui suivent sont oubliés. Magellan ouvrit la route. D'autres la pavèrent. Sans ces anonymes qui répétèrent le voyage encore et encore, l'accomplissement de Magellan serait resté une curiosité, un exploit unique sans impact durable. Mais grâce à eux, le monde changea vraiment. Les peuples indigènes apprirent rapidement à redouter les voiles européennes à l'horizon. Elles signifiaient maladie, guerre, esclavage, conversion forcée. Dans les décennies suivant Magellan, des millions de personnes moururent dans les Amériques, en Asie, en Afrique. Certains historiens parlent de génocide, d'autres préfèrent catastrophe démographique. Les mots changent, mais la réalité reste. Des populations entières furent décimées. Peut-on tenir Magellan responsable de tout cela? Directement, non. Il mourut trop tôt pour voir les conséquences à long terme de son voyage. Mais indirectement, il contribua à mettre en mouvement des forces qui causèrent des souffrances immenses. Son expédition prouva que le monde entier pouvait être atteint. Et une fois prouvé, l'exploitation devint inévitable. Le capital trouvera toujours un moyen d'exploiter ce qui est accessible. Voilà peut-être la véritable leçon du voyage de Magellan. Ce n'est pas une histoire de courage individuel ou d'esprit humain indomptable. C'est une histoire sur le pouvoir de la connaissance. Savoir que quelque chose est possible change tout. Avant Magellan, faire le tour du monde était théorique. Après lui, c'était fait. Et ce qui est fait une fois peut être refait. La connaissance ne peut pas être désapprise. Elle se propage, se transforme, s'applique à de nouveaux contextes. Magellan donna à l'Europe une connaissance qu'elle utilisa pour dominer le monde pendant 4 siècles. Aujourd'hui, cette domination s'effrite. Les anciens empires coloniaux sont indépendants. Les routes commerciales sont globales, pas uniquement européennes. Les technologies qui permirent la conquête, la cartographie, la navigation, les armes à feu, sont désormais universellement répandues. Le monde que Magellan aida à créer, ce monde hiérarchisé avec l'Europe au sommet, est en train de disparaître. Une nouvelle configuration émerge, multipolaire, complexe, imprévisible. Dans ce nouveau monde, comment doit-on se souvenir de Magellan? Comme un héros ou comme un criminel? Comme un explorateur courageux ou comme un colonisateur brutal? La réponse dépend de qui pose la question. Pour les descendants des colonisés, Magellan reste un symbole d'oppression. Pour les nationalistes espagnols et portugais, c'est un héros national. Pour les historiens, c'est une figure complexe qui ne se réduit à aucune étiquette simple. Peut-être devrions-nous simplement raconter son histoire sans jugement, présenter les faits, les actions, les conséquences, laisser chacun tirer ses propres conclusions. Magellan fit le tour du monde. Il mourut en chemin. Son voyage changea l'histoire. Ces 3 phrases sont indiscutables. Tout le reste, interprétation morale, signification, est ouvert au débat. Et ce débat continuera. Chaque génération réécrit l'histoire à sa manière, selon ses propres valeurs et préoccupations. Nos descendants jugeront Magellan différemment de nous. Ils verront des aspects que nous négligeons. Ils poseront des questions que nous n'imaginons pas. C'est ainsi que fonctionne l'histoire vivante. Elle n'est jamais figée. Elle évolue avec ceux qui la racontent. Pour l'instant, 500 ans après les faits, Magellan reste une énigme fascinante. Un homme qui refusa d'accepter les limites de son monde et qui, ce faisant, transforma le monde lui-même. Il ne cherchait probablement pas à entrer dans l'histoire. Il voulait des épices, de l'or, de la reconnaissance, des motivations banales, presque triviales. Mais les conséquences de ses actions dépassèrent infiniment ses intentions. C'est peut-être là la vraie nature de l'histoire.
elle n'est pas faite par des visionnaires qui comprennent parfaitement ce qu'ils font. Elle est faite par des gens ordinaires qui poursuivent des objectifs limités et qui déclenchent sans le vouloir des avalanches de changements. Colomb cherchait une route vers les Indes. Il trouva un nouveau continent. Gutenberg voulait imprimer des Bibles. Il déclencha la réforme. Magellan voulait des clous de girofle. Il prouva que la Terre était ronde. Les grands tournants de l'histoire sont rarement intentionnels. Ils émergent de la collision entre des ambitions individuelles et des forces structurelles plus vastes. Magellan ne créa pas l'expansionnisme européen. Il existait déjà, mais il lui donna une nouvelle échelle, une nouvelle portée. Il transforma une tendance régionale en phénomène global. Et cette transformation, une fois accomplie, ne pouvait pas être annulée. Regardons maintenant l'héritage matériel du voyage. Les cartes furent révisées. Le Pacifique apparut enfin dans sa vraie dimension. Les cartographes ajoutèrent le détroit de Magellan, les Philippines, des milliers de kilomètres de côtes nouvellement explorées. Ces cartes circulèrent dans toute l'Europe, copièrent, améliorées, vendues à prix d'or. La connaissance géographique était devenue une marchandise stratégique. Les nations qui possédaient les meilleures cartes possédaient un avantage militaire et commercial décisif. L'Espagne garda certaines informations secrètes. Les routes exactes, les vents dominants, les courants marins. Tout cela était classifié. Les pilotes qui connaissaient ces secrets étaient surveillés, parfois emprisonnés s'ils tentèrent de quitter le pays. L'espionnage cartographique devint une industrie. Des agents portugais tentaient de voler les cartes espagnoles. Des espions anglais copiaient les journaux de bord. Cette guerre de l'information, silencieuse et invisible, détermina en partie quelle nation dominerait les siècles suivants. Les technologies maritimes évoluèrent rapidement après Magellan. Les navires devinrent plus grands, plus rapides, plus maniables. Les instruments de navigation s'améliorèrent. Le chronomètre marin, inventé au XVIIIe siècle, permit enfin de calculer la longitude avec précision. Les problèmes qui avaient failli tuer Magellan furent progressivement résolus. Au XIXe siècle, faire le tour du monde prenait quelques mois, pas 3 ans. Au XXIe siècle, un avion peut le faire en 40 heures. Cette accélération constante transforme notre rapport à l'espace. Pour Magellan, le monde était immense, presque infini. Pour nous, il semble petit, fragile, limité. Nous pouvons voir la Terre entière depuis l'espace, une bille bleue flottant dans le vide. Cette perspective, que les astronautes appellent l'effet de vue d'ensemble, change fondamentalement notre conscience. Nous comprenons viscéralement que nous partageons tous la même planète, que les frontières sont artificielles, que les écosystèmes sont interconnectés. Magellan contribua à cette prise de conscience, même si elle prit des siècles à émerger. En prouvant que la Terre était ronde et finie, il posa les bases d'une compréhension globale. Nous ne pouvons pas fuir indéfiniment. Il n'y a pas de terre infinie à conquérir. Nous devons apprendre à vivre sur cette sphère limitée, à gérer ses ressources, à cohabiter avec 7 milliards d'autres humains et des millions d'autres espèces. C'est la grande question de notre siècle. Comment survivre ensemble sur un vaisseau spatial appelé Terre ? Magellan n'aurait jamais formulé le problème ainsi. Pour lui, le monde était une ressource à exploiter. Mais son voyage planta les graines d'une conscience différente. En connectant les océans, il montra que tout était lié. Une tempête dans le Pacifique pouvait affecter les ports espagnols. Une épidémie aux Philippines pouvait se propager jusqu'en Europe. Le monde était un système, pas une collection de parties isolées. Cette leçon reste pertinente. Les défis contemporains, changement climatique, pandémie, migration, crise financière, sont tous globaux. Aucun pays ne peut les résoudre seul. Nous avons besoin de coopération internationale, de partage des connaissances, de solidarité. Exactement ce que l'équipage de Magellan dut pratiquer pour survivre. Les différences nationales importaient moins que la nécessité commune de ne pas couler. Bien sûr, cette métaphore a des limites. Un navire a un capitaine, une hiérarchie claire, un objectif commun.
Le monde moderne n'a rien de tout cela. Nous sommes 200 pays avec des intérêts divergents, des valeurs contradictoires, des niveaux de développement inégaux. La coopération est difficile, souvent impossible, mais l'alternative est le chaos. Et dans le chaos, tout le monde perd. Le voyage de Magellan enseigna aussi quelque chose sur la résilience humaine. Ces hommes survécurent à des conditions qui nous sembleraient insupportables aujourd'hui. Ils mangèrent de la nourriture pourrie pendant des mois, ils burent de l'eau infectée, ils dormirent dans des espaces exigus, humides, infestés de rats. Ils travaillèrent sans relâche, tirant sur des cordages, ajustant des voiles, pompant l'eau qui s'infiltrait. Et pourtant, certains survécurent. Le corps humain, la volonté humaine, peuvent endurer des épreuves inimaginables. Cette capacité d'adaptation est notre plus grand atout. Nous sommes une espèce incroyablement flexible. Nous vivons dans des déserts brûlants et des toundras glacées. Nous survivons en haute altitude et au niveau de la mer. Nous mangeons des milliers d'aliments différents. Nous parlons des milliers de langues. Cette diversité, cette adaptabilité, nous permit de coloniser chaque continent, chaque écosystème. Magellan exploita cette capacité au maximum, forçant son équipage à s'adapter à des environnements toujours nouveaux. Mais cette adaptabilité a un coût psychologique. Les humains ont besoin de stabilité, de routine, de familiarité. Les marins de Magellan furent privés de tout cela pendant 3 ans. Ils ne dormirent jamais 2 nuits au même endroit. Ils ne mangèrent jamais le même repas. Ils ne virent jamais les mêmes paysages. Ce flux constant de nouveautés devait être épuisant. Le cerveau humain n'est pas conçu pour gérer autant de stimuli inconnus. Il cherche des patterns, des répétitions, des pointes de repère. Sur le Pacifique sans fin, il n'y avait aucun repère. Juste l'eau, toujours l'eau. Comment gardèrent-ils leur santé mentale ? Probablement en créant des routines artificielles. Les quarts de travail divisèrent la journée. Les prières marquaient le temps. Les repas, aussi maigres soient-ils, structuraient la vie. Ces petits rituels, apparemment insignifiants, maintenaient un semblant de normalité. Ils rappelaient aux hommes qu'ils étaient encore humains, encore civilisés, encore connectés à leur culture d'origine. La religion joua un rôle central. Tous les matins, l'équipage priait, tous les soirs aussi. Les dimanches, si possible, on célébrait une messe. Quand un homme mourait, on récitait des prières avant de jeter son corps à la mer. Ces rituels donnèrent du sens à la souffrance. Ils suggéraient que les épreuves avaient un but, que Dieu surveillait, que la mort n'était pas la fin. Croire cela rendait la survie psychologiquement possible. Magellan lui-même était profondément religieux. Il assistait à la messe chaque jour. Il se confessait régulièrement. Il portait toujours une croix. Sa foi n'était pas seulement personnelle, elle guidait ses décisions stratégiques. Son désir de baptiser les Philippins n'était pas purement politique. Il croyait sincèrement sauver des âmes. Cette conviction, pour nous étrange et peut-être arrogante, était pour lui une motivation centrale. Il ne voyait pas la contradiction entre conquérir et sauver. Dans sa vision du monde, les deux étaient identiques. Cette mentalité, typique de son époque, explique beaucoup de choses. Les conquistadors espagnols au Mexique et au Pérou commirent des atrocités tout en se croyant justes. Ils détruisaient des temples païens, massacraient des prêtres indigènes, pillaient des trésors sacrés et pensaient servir Dieu. Comment est-ce possible ? Parce qu'ils croyaient que leur religion était la seule vraie, que tous les autres étaient dans l'erreur, que convertir valait tous les sacrifices. Cette certitude absolue, cette absence de doute, permit les pires excès. Magellan partageait cette certitude. Quand il ordonna de brûler des villages aux Mariannes pour récupérer une chaloupe volée, il ne vit pas cela comme une atrocité. C'était une punition légitime contre des voleurs. Quand il voulut forcer Lapu-Lapu à se convertir, il ne vit pas cela comme une ingérence. C'était son devoir de chrétien. Cette incapacité à remettre en question ses propres valeurs
est peut-être son défaut le plus tragique. Un peu plus de doute, un peu plus d'humilité, et il aurait évité Mactan. Il serait rentré en Espagne, aurait été célébré, aurait vécu ses dernières années dans le confort. Mais il était incapable de reculer, et cette inflexibilité le tua. Il y a une ironie dans le fait que Magellan, qui voulait prouver que le monde était rond, mourut en essayant de le rendre carré. Il voulait imposer sa vision, sa religion, son ordre sur un monde qui ne lui demandait rien. Le monde était déjà complet, déjà cohérent, déjà habité par des peuples avec leur propre logique. Magellan ne comprit jamais cela. Pour lui, ce qui n'était pas européen et chrétien était incomplet, nécessitait amélioration. Cette attitude, multipliée par des milliers d'explorateurs, de missionnaires, de colonisateurs, façonna les 5 siècles suivants. Et pourtant, malgré tout cela, malgré la violence et l'arrogance, il reste difficile de ne pas être impressionné par l'audace pure du voyage. Traverser des océans inconnus sur des bateaux en bois, sans moteur, sans radio, sans GPS, sans même savoir où on allait exactement. C'était de la folie. Une folie magnifique, terrible, inoubliable. Magellan et ses hommes prouvèrent que les limites n'existaient que dans nos têtes. Qu'avec assez de détermination ou d'obstination, presque tout devenait possible. Cette leçon résonne encore. Nous continuons à repousser les limites. Nous avons marché sur la Lune. Nous avons envoyé des sondes au-delà du système solaire. Nous cartographions le génome humain, construisons des intelligences artificielles, cherchons la vie extraterrestre. L'esprit qui anima Magellan, cette soif insatiable de savoir ce qui se trouve au-delà de l'horizon, reste au cœur de l'entreprise humaine. Mais nous devons aussi apprendre de ses erreurs. Explorer ne signifie pas conquérir. Découvrir ne justifie pas exploiter. Rencontrer l'autre ne nécessite pas le dominer. Ces distinctions, que Magellan ne fit jamais, sont essentielles pour notre survie collective. Nous pouvons être curieux sans être destructeurs. Nous pouvons apprendre sans imposer. Nous pouvons partager le monde sans le diviser en vainqueurs et vaincus. Le détroit de Magellan reste aujourd'hui l'un des passages les plus spectaculaires du monde. Les navires de croisière y emmènent des touristes admirant les fjords glacés, les montagnes enneigées, les forêts impénétrables. Ces visiteurs prennent des photos, boivent du champagne, dorment dans des cabines confortables. Ils ne pensent probablement pas aux hommes qui découvrirent ce passage. Affamés, gelés, terrifiés. Ils ne voient que la beauté, pas l'histoire. C'est peut-être mieux ainsi. L'histoire est lourde, la beauté est légère. Nous avons besoin des deux. Nous devons nous souvenir d'où nous venons, des sacrifices qui ont permis notre confort actuel. Mais nous devons aussi simplement vivre, profiter, exister sans le poids constant du passé. Magellan fit son voyage. Nous faisons les nôtres. Les deux sont valides. Dans les écoles, on enseigne encore le voyage de Magellan. Les enfants apprennent qu'il fit le tour du monde, que c'était difficile, que beaucoup moururent. C'est une version simplifiée, édulcorée. On ne parle pas toujours des massacres, de l'esclavage, du colonialisme. Faut-il tout raconter aux enfants? Ou les protéger des aspects les plus sombres, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour comprendre? C'est un débat pédagogique sans réponse facile. Personnellement, je pense qu'on doit raconter l'histoire complète, adaptée à l'âge bien sûr, mais complète. Les enfants peuvent comprendre que les héros ne sont pas parfaits, que les grandes réalisations ont souvent un côté obscur, que le monde est complexe, ambigu, plein de contradictions. Cette compréhension les prépare mieux à la vie adulte que les contes de fées simplifiés. Magellan était un homme, pas un mythe. Il avait des qualités et des défauts. Il fit des choix, certains admirables, d'autres condamnables. Voilà ce qu'on devrait enseigner. Pas Magellan le héros ou Magellan le monstre, mais Magellan l'humain. C'est plus difficile à enseigner, moins satisfaisant narrativement, mais plus vrai. Et la vérité, même inconfortable, vaut mieux que les légendes. En fin de compte,
Que reste-t-il du voyage de Magellan? Des noms sur des cartes, des dates dans des livres d'histoire, des souvenirs fragmentés transmis à travers les siècles, mais aussi quelque chose de plus profond, la preuve que nous pouvons changer le monde, qu'un homme avec une idée folle et la détermination de la poursuivre peut altérer le cours de l'histoire. Cette idée est puissante, elle inspire, elle terrifie aussi, car toutes les idées ne méritent pas d'être poursuivies, mais elles restent vraies. Nous vivons dans le monde que Magellan aida à créer, un monde interconnecté, globalisé, où rien n'est vraiment loin. Cette réalité a des avantages et des inconvénients. Elle permet la coopération, le commerce, l'échange culturel. Elle permet aussi l'exploitation, la propagation des maladies, l'homogénéisation. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Le monde de 1519, avec ses régions isolées et ses frontières infranchissables, n'existe plus. Nous devons vivre dans celui que nous avons, en essayant de maximiser les avantages et minimiser les dégâts. Le soleil se couche sur cette histoire. 500 ans se sont écoulés depuis que 5 navires quittèrent Séville. Des empires sont nés et morts. Des technologies inimaginables ont émergé. Des milliards de vies ont été vécues. Et pourtant, l'histoire de Magellan continue de résonner, parce qu'elle parle de quelque chose d'universel, le désir humain de dépasser les limites, de voir ce qui se cache derrière l'horizon, de comprendre le monde dans sa totalité. Ce désir nous définit. Il nous a fait sortir des cavernes, construire des civilisations, explorer les planètes. Il nous pousse encore aujourd'hui vers des frontières nouvelles, physiques et métaphoriques. Magellan incarnait ce désir dans sa forme la plus pure et la plus problématique. Il nous montre ce que nous pouvons accomplir, mais aussi ce que nous devons éviter. C'est un héritage double, comme tout héritage humain. Alors, que retenons-nous? Que l'audace paie, mais à un coût. Que les grandes réalisations naissent souvent de motivations banales. Que la gloire est distribuée injustement. Que l'histoire appartient à ceux qui survivent pour la raconter. Que le monde est plus grand et plus petit que nous le pensons. Que nous sommes tous des passagers sur le même vaisseau, naviguant à travers un océan de temps et d'espace. Que chaque voyage transforme le voyageur autant que la destination. Et que finalement, après tous les détroits franchis et tous les océans traversés, nous revenons toujours à nous-mêmes. Changés, vieillis, porteurs de récits que d'autres raconteront longtemps après notre mort. Magellan est mort à Mactan, mais son voyage continue. Dans chaque carte que nous consultons, dans chaque avion que nous prenons, dans chaque connexion Internet qui traverse les océans, nous sommes tous les héritiers de ce premier tour du monde. Pour le meilleur et pour le pire, nous vivons dans le monde qu'il aida à créer. Notre tâche est de l'améliorer, de corriger ses erreurs, de préserver ses beautés, de naviguer avec sagesse sur cette planète ronde que Magellan prouva être notre seule maison. La nuit tombe. Les étoiles apparaissent, les mêmes étoiles que Magellan scrutait depuis le pont de la Trinidad, cherchant sa route. Elles brillent toujours, indifférentes à nos drames humains, à nos conquêtes et nos défaites. Elles brillaient avant Magellan. Elles brilleront après nous. Cette perspective est à la fois humiliante et réconfortante. Nous ne sommes pas le centre de l'univers. Nous sommes juste des passagers temporaires, essayant de donner un sens à notre bref passage. Magellan chercha ce sens dans l'exploration. Il le trouva, mais à un prix terrible. Peut-être aurions-nous pu trouver le même sens sans autant de violence. Peut-être que les générations futures y parviendront. Pour l'instant, nous vivons avec son héritage, complexe et contradictoire, glorieux et sanglant, inspirant et troublant. C'est notre histoire. Nous ne pouvons pas la changer, mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Bonne nuit.